Paris, juin 2024. La femme qui longe la rue de Crime est accablée. Elle sort de son rendez-vous à France Travail et elle le sait, il n'y aura pas de boulot pour elle dans les prochaines semaines. Oh, son conseiller était désolé, il lui a expliqué que la crise est structurelle ou conjoncturelle, elle ne se souvient plus très bien du terme. En tout cas, il lui a sorti des chiffres, des TVA, tout ce qui explique pourquoi les patrons n'embauchent pas. Alors, elle a repensé à Emmanuel Macron, qui avait dit devant les caméras « Du travail ? Je traverse la rue, j'en trouve. » Ou encore « Il y a des gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. » Alors, que va-t-elle dire à son fils ? Eh bien, elle va lui dire que la famille vit sous le seuil de pauvreté. Est-ce mieux que misérable ou indigent, comme on disait auparavant ? Pas sûr. Elle n'est pas une spécialiste, cette femme qui longe la rue de Crimée. Mais elle a l'impression que les mots deviennent froids, coupants, qu'ils l'excluent encore davantage. Elle n'a pas tort. Désormais, on parle de précarité menstruelle, numérique ou énergétique, quitte à noyer l'humain dans une sémantique technocratique. Car enfin, quelle vision de la pauvreté se dégage de ces termes ? D'où viennent ces expressions qui assignent ? Et quel est leur impact ? En somme, le langage concernant la pauvreté est-il devenu, lui aussi, politique ? Et l'a-t-il toujours été ? Des gueux sans dents, des SDF aux mineurs isolés, ils sont, d'après les dernières données de l'INSEE, près de 15% de la population à vivre sous ce seuil de pauvreté, avec moins de 1216 € par mois, aidés notamment par le Secours catholique. Et dans les médias, les experts s'écharpent sur les taux. Une bataille qui fait presque oublier de quoi on parle en réalité. La réalité, c'est un niveau de vie qui se dégrade, des politiques de réinsertion fatiguées, des démarches administratives de plus en plus dématérialisées. En somme, un système aux allures opaques, fondé sur des mots qui posent question. Et ce sont ces mots, justement, qui seront au cœur de notre discussion. Avec vous, Florence Aubenas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grande reporter au Monde et vous avez écrit ce livre qui fait date, Le Quai de Ouistreham, dans lequel vous avez pris l'identité d'une femme précaire durant 6 mois, en digne héritière de la grande Nelly Bly, qui a inventé le journalisme d'immersion, autrement dit, je vis ce que vivent les gens. À vos côtés, Julien Damon, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, enseignant à Sciences Po, HEC, à l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Et alors, vous avez travaillé sur la représentation médiatique des SDF, terme qui s'est imposé dans les années 90. Et nous verrons en quoi le langage médiatique a évolué, en mieux ou en pire, et vous nous expliquerez comment comprendre cette expression américaine de fatigue de la compassion. Une fatigue peut-être due au temps long, inhérent à la question de la pauvreté, de la difficile réinsertion de ceux qui la subissent. Nous en parlerons avec vous, Laurence Fontaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, directrice de recherche émérite au CNRS et à Paris Sciences et Lettres, et vous nous direz si la représentation qu'on a des pauvres est la même que, mettons, durant la Révolution française, et dans quelle mesure elle a pu évoluer. Se nourrir, se soigner ou se chauffer, les Français ont de plus en plus de mal à subvenir à leurs besoins quotidiens. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Premier chiffre alarmant, 18% des Français vivent à découvert. Les fins de mois, comme beaucoup de gens, c'est 10-15 du mois. 32% rencontrent également des difficultés pour se payer une alimentation saine. On connaît des découverts, J'ai dit qu'il était sain dans un pays qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. J'ai 80 ans et j'ai repris le travail parce que sinon j'arrive pas à vivre. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Le Secours catholique dit que pour toute une partie de la population, le reste à vivre, c'est de 5 € par jour. Enfin, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. T'as 50 ans, t'as le SMIC, quoi. T'as démarré, t'avais le SMIC, t'as pas bougé, t'as pas évolué, quoi. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens, ils sont quand même pauvres. Voilà, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, dans lequel vous avez pu reconnaître entre autres la voix d'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'être pauvre, c'est pratiquement une faute, voire un crime, et qu'on ne combat pas la pauvreté, mais les pauvres. Laurence Fontaine, est-ce qu'on assiste à une radicalisation des discours, ou bien finalement, est-ce qu'on a toujours employé ce type de mots et de paroles sur la pauvreté ? En fait, il y a toujours eu plus ou moins 2 discours. L'origine du mot « pauvre » est à la fois le misérable. Le misérable, c'est celui dont on a pitié, c'est l'étymologie du mot, mais c'est aussi, avec le passage du temps, celui qui ne vaut rien, celui qui n'a aucun intérêt, d'une certaine manière. Et puis, il y a aussi le mot de malheureux. Et le mot de malheureux, c'est le malheur. Et ce malheur, il est inscrit dès les premiers textes hébreux. Il y a des mots qui sont
ani, qui veut dire celui qui a besoin d'aide, et le mot ebion, qui veut dire celui qui est malheureux. Et ces mots, ce double langage de celui qui est pauvre, entre guillemets, économiquement, et de celui qui est malheureux, dure jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est seulement après que cette notion de malheur s'efface. Et on s'en rend compte aussi dans le sens qu'on passe au XVIIIe siècle d'une causalité morale. Si le pauvre, et c'est ce que vous avez raconté, si le pauvre est pauvre, c'est de sa faute. Il est paresseux, c'est un frelon, il mange le miel des abeilles. Frelon, ça date de Platon. Et puis, il y a un autre discours qui commence à se mettre en route et qui dit « mais tous les hommes sont égaux, il y a des causes politiques ». Et finalement, c'est autour de ces causes politiques qu'il faut se battre pour éradiquer la pauvreté. Julie Adamon, est-ce qu'il y a une fatigue autour du sujet de la pauvreté ? J'en parlais tout à l'heure, fatigue de la compassion, selon l'expression américaine. C'est une expression qui a été employée aux États-Unis pour, en effet, caractériser le passage de ce que les États-Unis ont mis en avant, c'est une innovation de politique publique majeure, c'est le lancement de la guerre contre la pauvreté. Au début des années 60, le président Johnson lance la guerre contre la pauvreté, estimant qu'en une trentaine d'années, on peut éradiquer le phénomène, avec une force enthousiasme à cette période, on y croyait. Mais avec le temps, comme le disent les conservateurs, c'est la pauvreté qui a gagné. Et vous avez eu dans l'opinion américaine un retournement, disons-le pour caricaturer, de personnes d'abord compréhensives et favorables à des interventions publiques, à aujourd'hui des interventions qui sont puissamment critiquées. Dans le contexte français, qui n'est pas exactement le même. Les Français sont bien plus compréhensifs à l'égard de la pauvreté. Il y a un peu la même chose, pas forcément à l'égard des personnes, mais à l'encontre des dispositifs publics. Par exemple, le RMI, créé en 88, est voté à l'unanimité à l'Assemblée. 10 ans après, il est quasi critiqué à l'unanimité. Et donc, on va, 20 ans après le RMI, créer un RSA, qui est un peu la même chose, en plus compliqué, en plus ambitieux peut-être. Et à cette époque, tout le monde applaudit, et maintenant, tout le monde le critique. Donc il y a des vagues, on peut le dire ainsi, de compassion. Florence Aubenas, en tant que journaliste, comment on pourrait qualifier les mots que nous, journalistes, on emploie sur ce thème de la pauvreté ? Ça, c'est très compliqué. Et c'est à chaque fois un défi de savoir quel mot employer. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. J'étais pour le cyclone à Mayotte. Et il y a là-bas des constructions sur les collines. Alors, comment les appeler ? Il y a eu tout un débat dans le journal. Fallait-il l'appeler habitat indigne ? Mais pour moi, habitat indigne, c'est le taudis des années 60, c'est-à-dire l'immeuble qui existe, mais qui n'a pas les commodités, etc. Donc, ça me semblait quand même un peu surclassé, disons-le comme ça. Donc moi, j'ai employé le terme de bidonville, qui me semblait le plus direct, et je l'ai employé alors qu'il peut être vécu comme, entre guillemets, dégradant. Je l'ai employé exprès parce que nous sommes en France, et dire qu'en France, il y a des bidonvilles, pour moi, créait un choc, d'une certaine façon, politique. Donc le choix des mots pour nous, on peut être dans la, entre guillemets, bienséance, habitat indigne, ou on peut être dans une position plus politique qui est de dire bidonville. En France, il y a des bidonvilles. Donc ça choque, à mon avis, davantage et c'est plus proche de la réalité. Alors quelle place reste-t-il pour l'émotion et la compassion, ce qu'on attend du regard qu'on peut poser sur la pauvreté? Qui veut répondre? C'est compliqué, parce que si on regarde cette histoire, au Moyen-Âge, pour faire vite et partir loin, il y a toute la population qui s'appauvrit. Et on commence à utiliser les oppositions entre les pauvres et les puissants. Et devant cette dégradation des conditions de vie, l'Église instaure la pénitence, la charité et la pénitence tarifée. Et à ce moment-là, les riches doivent absolument aider les pauvres par leur charité. Mais la charité, entendue à cette époque-là, c'est le salut du riche et non pas le pauvre. Et puis on est passé au XVIIIe siècle à la bienfaisance. La bienfaisance, elle est déjà un peu laïcisée. On se dit, il faut aider le pauvre concrètement, et non plus seulement pour Dieu. Et puis le dernier passage, avec la bienfaisance, il y a aussi la philanthropie, mais on pourra aussi en parler. Et il y a un autre passage qui se fait, qui est de dire, mais il n'y a pas besoin ni de bienfaisance ni de charité. Bien sûr, ce sont des bons sentiments, mais c'est de la justice. Aider ces gens-là qui ont travaillé, qui se sont usés,
il n'est que normal, quand ils ne peuvent plus travailler, de les aider. Et donc on passe d'un vocabulaire de don et de générosité qui met en valeur le donneur à une obligation de la société de s'occuper de ses membres fragiles. Alors on va écouter un premier témoignage, celui de Roger, qui vit dans sa voiture, et la voiture, c'est un lieu privilégié pour écouter la radio. Alors après, j'ai rien d'autre à faire. Je vais dans ma voiture et je passe ma journée dans ma voiture. Je regarde mon téléphone, je regarde les Facebook et ce qu'il y a à regarder, les TikTok, et histoire de m'occuper. J'ai ma radio. Voilà. Normalement, je suis branché sur Radio Bleu tout le temps. Il marche beaucoup. Oui, il est danseur. Alors j'écoute ça 24 heures sur 24, on va dire. Ouais, et puis il y a des émissions sympas, surtout le soir, 21h, des émissions, des histoires de monsieur ou madame tout le monde. Un peu tragique souvent. Florence Aubenas, je vais vous passer la parole, puisqu'on parle de radio, de journalisme, d'information. D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre ? Alors, je trouve toujours extrêmement, j'ose pas dire émouvant parce que le terme n'est pas adéquat, mais la façon dont chacun a de se raccrocher au monde, entre guillemets. Je suis comme tout le monde, il dit des émissions de gens un peu tristes, un peu, je sais pas quelle expression qu'il dit, qui est lui en fait. Et il est là, je regarde TikTok, je regarde, voilà. Si on dit j'habite un appartement, c'est autre chose. Là, il habite une voiture. Si on ne sait pas qu'il habite une voiture, on a l'impression qu'il a une vie somme toute classique. Je regarde Facebook, TikTok, j'écoute la radio. Et donc, c'est ça que je trouve très fort dans ce type de témoignage. C'est-à-dire qu'il y a finalement énormément de choses qui nous séparent et assez peu. Et c'est la façon dont on se raccroche au mur qui me touche beaucoup. Et est-ce qu'on sent visible ou représenté dans les médias quand on est dans la précarité, précisément ? Lui, il semble dire des histoires un peu ce témoignage est très intéressant pour cette raison, c'est-à-dire que il dit à la fois qu'il entend un peu parler de lui à la radio, mais qu'à la fois il s'y retrouve visiblement pas tout à fait. En fait, c'est un miroir, c'est juste un miroir. C'est pas un créneau d'expression pour lui, c'est un miroir qui lui renvoie sa propre condition. Et peut-être qu'il le rassure un peu d'ailleurs. Bien sûr, moi je pense que oui, ça dépend. Alors, ce qui est toujours très frappant dans les médias, c'est que par exemple, quand j'ai fait un livre, Le Quai d'Ouistreham, vous en parliez tout à l'heure, Fabrice, quand j'ai écrit ce livre, des collègues journalistes m'ont appelé en disant « Voilà, alors, moi aussi, j'aimerais bien interviewer des femmes de ménage. Est-ce que tu as des téléphones ?» donc je lui dis, mais tu sais, il suffit d'aller à 5h du matin dans ta propre entreprise, tu vas en rencontrer pas mal. Et donc c'est à la fois si près et si loin, quoi. Et c'est ça qui est très frappant avec les journalistes, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette manière d'en parler où, comme ce monsieur dans sa voiture, il s'y retrouve et il s'y retrouve pas. Il s'y regarde et c'est pas tout à fait lui. La médiatisation peut aussi avoir des conséquences fâcheuses, voire honte, stigmatisation, voire intervention des acteurs sociaux, retrait des enfants. Ça peut être dangereux pour les gens en précarité de venir témoigner ? Ça dépend lesquels, à vrai dire. Et mais de votre expérience ? De mon expérience, oui, pour ceux qui travaillent. Parce que les employeurs vont le prendre comme une critique de ce qu'ils font, des salaires qu'ils donnent, des conditions de travail, etc. Donc, ce pourquoi, comme je l'ai fait, on se fait passer pour une précaire, donc on change son identité pour dire je suis précaire, c'est parce que si je tends mon micro vers une femme de ménage qui dit voilà, mes heures supplémentaires sont pas payées, c'est difficile, je travaille à 5h du matin, c'est fractionné, j'ai plus de temps de trajet que de temps de travail, eh bien, à mon avis, elle trouvera peu de boulot après ça. Mais oui, justement. Voilà. Donc, dans ces conditions, oui. Après, il y a des figures terriblement médiatiques. On parlait des SDF tout à l'heure. C'est finalement les plus représentés. Et l'image du pauvre, c'est un SDF pour beaucoup de gens, alors que, pour moi, la grande révélation de ces dernières années, c'est le travailleur pauvre. Le travailleur pauvre. Celui qui n'y arrive pas, oui. Ouais. On va écouter un deuxième extrait qui permet d'aborder une autre facette de la pauvreté, le sans-abrisme. On revient au SDF. Alors, Adif est algérien, il a 35 ans. Il vit en France depuis 8 ans. Il a vécu de longs mois en attente de régularisation avant d'obtenir finalement des papiers pour pouvoir se former, envisager un vrai projet professionnel et mener une vie normale avec sa femme et ses enfants. La plus grosse peur, c'est d'être contrôlé. Donc, si on me demande des papiers à 3h du matin, il y a plus de risques d'être contrôlé la nuit que la journée, par exemple. Il y a plus de monde dans la rue, donc
Mais la nuit, vous êtes trop exposé, quoi. Vous allez être renvoyé chez vous. Donc, je sors pour y aller travailler, je rentre. Si je sors avec des enfants parce que vous êtes... c'est rare où on vous contrôle quand vous êtes accompagné des enfants. Mais tout seul, il y a des amis qui m'appellent pour pas passer de temps avec eux. Je trouve toujours une excuse pour ne pas y aller. Laurence Fontaine, comment a évolué cette figure du clochard qui a presque disparu jusqu'au SDF? Une figure qui mobilisait, suscitait l'empathie dans les années 80 et 90. Oui, dans les années 80-90, le clochard, c'était comme le brigand magnifique, c'était le solidaire qui fait rêver. C'était quelqu'un qui avait choisi aussi. Il avait eu la liberté. C'était pas quelque chose qui lui avait été imposé par les circonstances de la vie. Et donc, c'est le contrebandier, c'est le bandit, c'est le clochard. Et puis après, effectivement, il a été remplacé par la misère. Et ce qui est le plus visible, c'est la perte de son logement. Et quelle vision de la pauvreté se dégage de ces termes, Julien Damon? Alors, sur les termes, et si on s'arrête sur cette question des sans-abri, plus loin dans l'histoire, le sans-abri, c'était le vagabond. Et qu'est-ce qu'était le vagabond? C'était la cible de toute la répression possible par les politiques publiques. Que les églises, les paroisses s'en saisissent de façon charitable, ça a toujours été le cas. Mais du côté des pouvoirs publics nationaux, ça a été le vagabond, une véritable croisade, en particulier au XIXe siècle, pour l'enfermer, le rééduquer. Ensuite, plutôt dans les années 50-60, vous avez ce clochard qui aurait choisi sa situation, un personnage un peu folklorique, alcoolique, un monsieur, Jean Gabin l'a incarné, ou Michel Simon. Bon, c'était presque plutôt rigolo. Et puisqu'il aurait choisi sa situation, ça ne commandait pas d'intervention publique, ni trop répressive, ni surtout aucunement sociale. Et puis dans les années 80, 70, 80, 90, voilà. Vous avez ce sujet de la nouvelle pauvreté où basculent à la rue des personnes qui auparavant étaient dans des situations stables en termes de logement, en termes familiaux ou encore en termes d'emploi. Mais là, ça commande une intervention publique. Donc, derrière les termes, vous n'avez pas vraiment la même chose. Vous voyez, vagabond, c'est un criminel dont il faut se méfier. Clochard, personnage un peu folklorique qui n'appelle pas d'intervention, et sans-abri ou SDF, c'est un vocabulaire qui est employé pour désigner des personnes pour lesquelles il est légitime d'intervenir. Alors maintenant, il y a la question des migrants. Les migrants sont en principe en précarité, et ça gonfle le bataillon des gens en précarité. Alors quel mot pour le dire ? Moi, je trouve qu'il faut se méfier des migrants. Alors, pas des personnes, bien sûr, mais du terme, je vais le dire en souriant. Pour quand même souligner l'évolution de la situation et de ce qui se présente aux portes des services du Secours catholique. Dans les années 80-90, il fallait parler une langue en France. Je caricature. Et pas de scoop, cette langue, c'était plutôt le français. Avec l'approfondissement de l'ouverture des frontières européennes, crise en Yougoslavie en particulier, et puis chute du mur de Berlin, il a fallu commencer, pour s'occuper des personnes qui venaient au Secours catholique ou autre, il a fallu commencer à parler plusieurs autres langues, et des langues de l'Est, du polonais au russe, en passant par le serbo-croate. Aujourd'hui, il faut parler toutes les langues du monde. Voilà. Et votre témoignage en évoquait une, c'est un monsieur qui parle français, qui est algérien. Le sujet aujourd'hui, d'ailleurs majoritairement dans les statistiques du Secours catholique, vous trouvez des personnes étrangères aujourd'hui. Et pour moitié d'entre elles, elles sont en situation irrégulière. Le terme migrant déguise un peu tout ça, parce que nous sommes tous migrants. Lorsque nous quitterons cette salle, nous allons, je caricature encore, migrer vers un autre endroit. Le sujet, c'est juridiquement que désigne-t-on? Avec migrant, on ne désigne rien, même si on voit bien dans les représentations ce dont on parle. En fait, migrant, ça veut dire à peu près personne en situation compliquée au regard du droit de séjour. Et c'est devenu un des éléments absolument majeurs de ce thème global de la pauvreté. Mais derrière migrant, ce n'est pas du tout la même chose que d'être réfugié, que d'être demandeur d'asile, ou que d'être immigré, arrivé sur le territoire, par exemple, en regroupement familial. Et puis il y a aussi les OQTF. Alors là, on emploie des mots qui désincarnent totalement. Qui veut répondre? Non, mais j'aimerais bien continuer sur le thème des vagabonds pour dire que on revient, et je pense que Florence Aubenas l'a vu aussi, on revient avec la pauvreté d'aujourd'hui à plus de fluidité. Dans l'Ancien Régime, il y avait aussi cette horreur, le stigmate, le sans-aveu, le vagabond, c'était celui qui était rejeté. Mais c'était faux. En fait, il y a une fluidité des États.
On passe du mendiant à celui qui rentre chez lui, on devient vagabond. On a comme ça des vies avec beaucoup d'états qui sont fluides, qui aussi créent une forme de solidarité dans les classes populaires, parce que quand on arrêtait un migrant, alors d'autres voulaient, un vagabond, mais beaucoup de migrants l'étaient, les classes populaires arrêtaient les gardes et le libéraient. Ouais. Et je trouve qu'il faut insister aussi sur le fait que ces discours tranchés, ce sont des discours des autorités et ce n'est pas des discours vécus par les personnes. Retour au témoignage, celui de Myriam maintenant. Il y a des années, elle était journaliste, elle vivait de son travail, et c'est après la perte de son emploi que l'engrenage s'est mis en route et que Myriam est tombée dans la grande précarité. Une expérience dont elle a tiré un récit intitulé « Royaume du pauvre ». Dans l'extrait que nous allons entendre, elle témoigne de son ressenti face aux démarches qui infantilisent les usagers dans le besoin. Moi, j'avais une vie correcte avant. Et puis, d'un seul coup, se retrouver sans rien, c'est quand même violent. Et puis, surtout, de faire plein de dossiers tout le temps. Quelquefois, c'est même assez humiliant parce que on vous traite comme si vous étiez un bonnet. En fait, un peu comme des pions. On vous dit, vous allez là, vous faites ça, vous avez rempli le document un tel, non donc, remplissez le papier. Après, on vous renvoie vers un autre document. Et puis, vous n'avez jamais le bon terme, vous ne comprenez pas forcément ce qu'on vous demande. Ça use et puis ça isole. En fait, on ne peut pas faire autrement que d'en parler. C'est notre vie, hein, c'est notre quotidien. Donc, c'est lourd parce que les personnes ont envie d'entendre autre chose. Et moi aussi, j'avais envie de donner autre chose. Et donc, du coup, de toujours parler de la même chose, c'est usant. Et c'est usant pour les autres. Et puis, ça fait peur. On voit bien la peur dans les yeux des autres. Hein. On n'a pas la lèpre, mais c'est quasiment ça. La pauvreté est devenue un langage administratif. C'est la notion de la double peine pour la pauvreté, Florence Aubenas. C'est important, cette notion de double peine. Oui, et c'est triple peine si on est une femme. Moi, je me souviens quand j'ai fait cette démarche pour le quai de Ouistreham, comme cette jeune femme, comme cette Myriam, je me présente à un guichet. Et donc, je m'étais inventé une vie, vous l'avez bien compris. Je ne disais pas que j'étais journaliste, mais que je n'avais aucun diplôme et que je cherchais du travail. Et donc, je me présente, plus de 50 ans, vous cherchez du travail. Et alors, j'avais préparé un petit laïus, vous voyez, où je racontais pourquoi j'étais tombée là. Donc, je m'apprêtais à réciter ma petite légende personnelle, inventée bien sûr, quand j'ai dit, voilà, alors j'étais avec un homme et il m'a laissé tomber, maintenant je dois chercher du travail pour subvenir à mes besoins. Et le type qui était en face de moi, qui était donc à Pôle emploi à l'époque, sans lever les yeux, me dit, pour une plus jeune sans doute. Tiens donc. Donc, c'est ça. Et puis, je m'apprête à arriver et il me dit, ouais, enfin, comme tout le monde, quoi. Oui. Et donc, il y a toujours cette chose. Après, on vous dit, vous êtes une femme, vous n'avez aucune qualification. Le ménage, vous savez le faire. Donc, il y a à chaque fois cette assignation aussi au sexe qui est le nôtre et qui est toujours très particulière et très spéciale. Et ensuite, quand j'ai fait pas mal de débats ensuite avec des femmes en grande précarité, comme Myriam. Et elle racontait, elle disait, mais oui, mais moi, je fais des petits boulots, etc. Je travaille pas vraiment. Et c'est ça qui m'a le plus énervée, c'est qu'en fait, non seulement elle travaillait dur, elle travaillait à l'aube, elle travaillait le soir, quand tout le monde est couché, il y avait des enfants à la maison. Et en plus, elle disait, mais je travaille pas vraiment, je bricole. Ouais. Et c'est ça que je trouvais particulièrement injuste. Alors, un peu plus qu'un emploi, oui, c'est beaucoup de boulot. C'est des corvées, oui. Donc, il y a vraiment cette situation très particulière qui est celle-là, quoi, qui est d'être confrontée au mot travail. Qu'est-ce que c'est le travail ? Moi, je travaille pas vraiment parce que je travaille pour plusieurs employeurs, donc je bricole. Non, elle travaille. Mais il y a aussi le gang des idiotes. C'est-à-dire que vous avez vécu. Et puis aussi, pour parler des hommes et des femmes, je me souviens dans votre expérience, les femmes, elles avaient les tâches qui étaient les plus difficiles. C'était nettoyer les toilettes. Les hommes, ils maniaient l'aspirateur. Donc, vous aviez toutes ces facettes qui montrent bien... Il y a des gradations dans la précarité, c'est sûr. Donc, triple peine, effectivement. Julien Damon, des mots qui culpabilisent, qui donnent le sentiment qu'on ne sait pas gérer sa vie, qu'en fait, on est responsable de sa déchéance. C'est une idée qui tient encore, qu'on entend, et qui est aussi une double peine. En tout cas, ce qui est tout à fait observable, et ce qui apparaît dans
Le témoignage que vous avez passé, c'est l'inquisition bureaucratique à laquelle sont confrontées les personnes en difficulté. Je défie quiconque, même parmi les experts du dossier, de savoir bien remplir un dossier de demande du revenu de solidarité active, ce RSA, ou pour une complémentaire santé solidaire, en français plus clair, pour une mutuelle santé qui n'est pas payante pour les moins favorisés. Pourquoi ? Parce que ce sont des formulaires qui tiennent sur plusieurs pages, avec une écriture juridique absolument incompréhensible pour aller au hasard 99,5% de nos contemporains. Et tout ceci donne ce que ATD Quart Monde, copain du Secours catholique, baptise la maltraitance institutionnelle. Et c'est tout à fait exact. C'est une des dimensions de la pauvreté sur laquelle s'arrête de plus en plus bien le secteur associatif ou les chercheurs intéressés par ces questions, parce que plus vous êtes dans la mouise, pardon pour le dire de la sorte, plus vous avez de paperasse à remplir et plus tout ceci vous dépasse. Alors ça n'est pas fait sciemment pour vous embêter, même si certains pourraient l'imaginer. Je ne pense pas qu'il y ait d'esprit assez torturé pour produire cela, mais c'est une réalité quotidienne que d'être envahi par tout un ensemble d'abréviations, de sigles qui, soi-disant, désignent votre situation et vous perdent. Nous sommes tous concernés par cela, mais ils sont d'autant plus concernés qu'ils sont en difficulté. Alors, la réalité dont vous parliez passe aussi par la fiction artistique. C'est une façon de dire les choses. Réalisée pour le Secours catholique, la fiction sonore Fraté met en scène la vie animée d'un accueil de jour à travers le regard de ses bénévoles et de ses usagers. Et parmi eux, Pauline, jeune mère, jouée par Mélanie Bernier, tente dans cet épisode de joindre la caisse d'allocation familiale et c'est toute une histoire. Désolé, votre phrase est trop longue. Essaye de dire un mot au hasard, ça va marcher peut-être. Je dis quoi? Mère célibataire, 2 enfants à charge, galère, besoin d'argent. Désolé, votre phrase est trop longue. T'as essayé? Pognon de dingue. Aucun service n'a été identifié. Au revoir et à bientôt sur le numéro magique. Bon allez, je laisse tomber, tant pis. Rappel, je t'assure, on est tous passés par là, faut pas te décourager si vite. On croit que c'est difficile de joindre les deux bouts, mais ce qui est plus difficile encore, c'est de joindre la CAF. Que faites-vous? Pauline essaye d'appeler la CAF, mais elle voudrait parler à un être humain. Bureaucratie. Bon, dernière tentative. Bienvenue sur le numéro Le moyen magique. le plus rationnel que l'on connaisse pour exercer un contrôle impératif sur des êtres humains. Service. Quelqu'un à qui parler. Prestation. Aide Max Weber. Renseignement. Être renseigné sur les démarches à suivre. Indemnité. Le fondateur de la sociologie. Allocation familiale. Ras le bol. Qu'est-ce que ça vous inspire, Florence? Je trouve ça, c'est passionnant et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient en boucle. Et j'ai fait plusieurs reportages sur des gens sortant d'administration. Alors je parle là, ou d'institutions d'ailleurs. Je parle d'administration comme tout simplement la CAF, presque un tribunal, quand des gens aux affaires familiales, enfin ce genre de choses. Et 90% des gens qui en sortent n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire, alors, quand ils sont encore sur des affaires familiales, il y avait cette réponse que m'avait fait une femme. J'ai regardé mon avocate, j'ai vu qu'elle faisait la gueule, donc j'ai compris que j'avais perdu. Mais elle n'a pas compris les mots, elle a compris la gestuelle de la situation. Et très souvent, c'est ça. C'est-à-dire que je vois très bien dans c'est ça, la cave, des choses comme ça. Et encore une fois, les employés ne sont pas en cause. Hein. Souvent, ils sont... Oui, c'est un système. Oui, c'est ça. Ils veulent aider, ils sont tout à fait sympathiques, etc. Mais simplement, on ne parle pas la même langue. C'est tout simplement ça. Oui, Laurence Fontaine. Saint-Just disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Et d'une certaine manière, l'apport du XVIIIe siècle, c'est ça. C'est qu'il faut s'occuper du bonheur des gens avant de s'occuper de leurs problèmes matériels. Et si on s'occupait du bonheur des gens, alors on arrêterait de faire tout ce qu'on vient d'entendre, de les traiter sans personne. Le bonheur, c'est prendre soin, c'est considérer le bien-être. Et c'est ça la grande nouveauté du XVIIIe siècle et qui revient un peu aujourd'hui à travers des économistes comme Amartya Sen qui disent qu'il faut s'occuper du bien-être et de la liberté. Julien Lamont, comment remettre de l'humain dans tout ça, en fait? C'est ça, la question. Il y a la nouveauté. Le bonheur, on verra plus tard. Oui, exactement. Nouveauté du XVIIIe siècle, idée neuve, le bonheur. Nouveauté du XXIe siècle, c'est le numérique et plus précisément encore le smartphone. Qu'est-ce qui se passe? Les institutions de protection sociale,
alors on va dire les institutions publiques, parce que les associations sont un peu à côté en l'espèce. Elles ont des obligations de productivité qui sont parfaitement légitimes d'ailleurs et qui sont attendues par la quasi-intégralité d'entre nous. C'est-à-dire qu'on préfère passer par un écran Internet plutôt que d'aller faire la queue à la CAF, à la caisse d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite. Ce qui se passe, c'est que pour ceux qui sont du mauvais côté de la fracture numérique, ceux qui ne sont pas dotés ou compétents ou qui vivent dans des zones blanches, là où on n'est pas connecté, eh ben, ils vivent la tragédie du fossé numérique. Et de l'isolement. De l'isolement peut-être, ou en tout cas ils sont isolés à l'égard de la démarche la plus commune de la gestion de l'administration publique aujourd'hui, et ils se trouvent dans une mouise augmentée, parce que ce qui est censé leur apporter des réponses ne leur apporte pas et leur apporte des problèmes en plus. Alors ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui ne disposent pas d'outils numériques, de moins en moins de gens qui ne savent pas les utiliser, de moins en moins de gens qui vivent dans des zones blanches, mais que c'est de pire en pire pour eux. Voilà. À la précarité en général s'ajoute cette dimension de vulnérabilité numérique qui est extrêmement problématique et qui déshumanise. Et donc, votre question était sur la déshumanisation. La branche famille de la sécurité sociale, les CAF, que vous évoquiez, avait trouvé une formule plutôt marrante en termes mathématiques, puisqu'elle disait « nous sommes 100% dématérialisés et 100% humains ». Donc ça fait 200%, ça ne marche pas trop. Le gros sujet, c'est de trouver les moyens pour, en effet, rétablir une relation plus humanisée avec ceux qui en ont le plus besoin. Alors, toujours parmi les témoignages réunis par le Secours catholique, on donne priorité aux témoignages dans cette émission. Dans le podcast Parcours, Myriam, toujours elle, nous fait pénétrer dans sa vie concrète et raconte la réalité invisible derrière les chiffres. Celle d'un quotidien où chaque euro compte, où on se débrouille comme on peut quand on a faim. J'avais pas de budget, donc je m'étais dit, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que je fasse la Manche, dans le métro. Je me dis, là c'est vraiment, on tombe dans le trou, quoi, dans le fond du fond. Donc je m'étais dit, j'ai un budget de 1 euro par jour. Il faut que je trouve 1 euro par jour. Et donc, quand on n'a pas, on quémande, hein, à droite, à gauche, à des amis, on explique à quelques personnes. De temps en temps, il y a des commerçants qui vous laissent des choses, mais pas souvent. Je me suis retrouvée avec parfois rien. Et ne pas manger, c'est pas quand on sautait un repas. Quand on saute un repas, une fois, on se dit, j'ai faim, et puis on sait qu'on va pouvoir retrouver quelque chose après. Là, on n'a rien. Et dans ces cas-là, vous avez encore plus faim. Donc, je cherchais des substituts. J'avais des sucres, je faisais fondre du sucre pour faire une sorte de caramel, et puis je mangeais ça, je me disais, oui, à moi ça. Et puis un paquet de pâtes, on peut toujours trouver un paquet de pâtes quelque part. Et puis après, c'était des personnes qui passaient, et je me suis dit, et là, c'est aussi humiliant, parce que cette personne m'avait dit, tu veux que je te laisse quelque chose ? Je dis, écoute, c'est toi qui vois. Hein. Elle m'avait laissé, je crois, une 30aine d'euros. Et en partant, elle me dit, surtout, tu achètes bien de quoi manger avec ça. Hein. Et là, je me suis dit, oh là, je n'avais pas répondu. Et en fermant la porte, elle me redit, surtout, tu achètes bien de l'aliment. Oh, enfin, on a l'impression qu'on n'est plus personne, quoi. On est que des gens qui ne savent pas gérer, qui n'ont pas de personnalité, quoi. On dégringole, on change de statut. C'est difficile, quoi. Enfin, j'étais journaliste, j'ai jamais eu de prétention d'être une super personne, mais on est quelqu'un. Alors que, à partir du moment où vous n'avez plus d'argent, vous n'êtes plus personne. Est-ce que ça fait écho à ce qu'on vous a dit, Florence Aubenas, pendant votre reportage, votre immersion ? Vous reconnaissez ce genre de termes et de désespoir, hein ? Oui, moi, ça a été une des grandes surprises du mouvement des Gilets jaunes. Ce que je veux dire, c'est que des gens se retrouvaient sur un rond-point à protester. Et en fait, au bout d'un moment, certains disent « Bon, écoute, moi, j'ai 3 enfants. » Les journées passaient tous ensemble, donc au bout d'un moment, on se raconte. Et une femme commence, elle dit, voilà, moi j'ai 3 enfants, et donc j'habite une maison, mais elle était pas chère, mais elle est isolée, donc pour faire les trajets, c'est cher en essence, donc c'était ce problème d'essence à l'époque. Et j'ai 3 enfants, et ils n'ont pas le même âge, et ils vont pas au même centre aéré, et j'ai pas les moyens d'inscrire les 3 à un centre aéré, de les amener les 3 à un centre aéré. Donc j'ai dû choisir lequel irait, parmi mes 3 enfants.
Et donc, déjà, tout le monde écoutait. Et au bout d'un moment, tout le monde a dit « Mais moi, ça, moi, ceci, moi, je n'arrive pas à boucler le mois, moi non plus, moi non plus. » Et ce qui était important, c'est que les gens, elles n'auraient pas osé en parler autrement. Et les autres, tout à coup, il y a eu ce mouvement où chacun se reconnaissait dans le récit de l'autre. Et il y avait cette façon d'en parler. Je ne sais pas si cette Myriam a beaucoup l'occasion de le dire, mais visiblement, il y a une grande honte à dire, voilà, je travaille, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai 3 enfants, et l'un va au centre aéré. Et comment expliquer au reste du monde qu'on n'a pas les moyens d'envoyer les 2 autres ? Et on se dit, je suis une mauvaise mère, j'y arrive pas, pourquoi j'ai choisi celui-là ? Et c'est ces situations terribles, en fait, déchirantes en réalité. Choisir entre ses enfants, c'est évidemment terrible. C'est déchirant. Bien sûr. Et voilà. Et il y avait ce partage-là. Et en fait, cette énorme masse de gens qui, tous les jours, font ces choix déchirants. Alors, puisque je vous ai donné la parole, Florence Aubenas, en 2021, l'écrivain Emmanuel Carrère décide d'adapter votre récit, paru en 2010, avec Juliette Binoche dans le rôle titre. Et dans l'extrait qu'on va entendre, eh bien, on entend Marianne Winkler, l'écrivaine en immersion dans la précarité, face à sa conseillère Pôle emploi, qui l'interroge sur ses compétences et sa motivation. La première chose que je vois, c'est que depuis votre 2e année de droit, vous n'avez pas vraiment eu d'activité. Il s'est passé quoi pendant ces 23 ans? J'étais mariée, femme au foyer, puis mon mari m'a quittée. Voilà, je dois tout reprendre à zéro. Et vous avez jamais fait d'atelier CV? Non. Vous y avez droit. Ce serait peut-être une bonne chose. Bon, déjà, un employeur, il va vous demander pourquoi vous postulez à son annonce. Alors, vous lui répondez quoi? Je lui réponds, vu que je suis au chômage. Je me doute que c'est pas la bonne réponse. Non, vous avez raison, c'est pas utile de dire qu'on est au chômage. Ah, d'accord. Tout le monde est au chômage. Il faut parler de l'entreprise. Ça, c'est très important. Et puis aussi que vous fassiez votre propre pub. Il faut dire, je suis disponible à toute heure, tous les jours, même le dimanche. Il faut montrer qu'on en veut. Comment vous décririez vos qualités? Dynamique. Oui, dynamique. Entreprenante, joviale, esprit d'équipe. Ah oui, ah oui. Écoutez, Madame Winkler, ce qui me semble possible, au vu de votre expérience, votre projet personnalisé d'accès à l'emploi, c'est le terme, c'est de vous orienter vers la spécialité d'agent d'entretien. Agent d'entretien, ça veut dire femme de ménage, en fait. Ah oui. Oui. Non, je croyais qu'on disait technicien de surface aujourd'hui. Ouais, on disait, on dit plus. Mais les métiers de la propreté, c'est l'avenir. Il en faudra toujours, et puis ça peut pas être délocalisé, donc... Non, mais ok, je prends. Vous prenez. Déjà, il faut qu'on vous prenne. C'est brutal quand même, hein? Oui, c'est brutal. Cet extrait dit tout. Oui, mais... Ça a toujours été le cas? En fait, dans les sociétés à statut, les sociétés aristocratiques dans lesquelles fonctionne la charité, les personnes, comme vous l'avez vécu, Florence, doivent se présenter avec humilité. Ouais. Alors que quand on arrive dans une société de marché, une société capitaliste, il faut qu'elles se présentent comme des battantes, comme des personnes qui savent. Et je trouve que c'est très intéressant de voir ces fabrications de l'autre par rapport à la société dans laquelle ils vivent. Julien Damon, qu'en pensez-vous? Alors, ce que je pense de l'extrait, en tout cas, c'est qu'on entend 2 choses. On entend le caractère humiliant et infantilisant d'une partie de la relation de service. Alors là, c'est Pôle emploi devenu France Travail, mais c'est valable, je pense, de toute administration publique. Donc on passe son temps à devoir raconter sa vie et à devoir se comporter selon telle ou telle attente de notre interlocuteur. Donc, humiliation. La deuxième chose qui me marque, qu'on a déjà évoqué dans notre conversation, c'est pour beaucoup des cas de femmes isolées. C'est un sujet absolument clé, car quand on parle de pauvreté, pour beaucoup, on parle d'évolution du marché du travail, on se bagarre idéologiquement entre plus ou moins interventionnistes, plus ou moins libéraux, mais vous avez ce déterminant clé qui est la forme familiale. Par exemple, sur les travailleurs pauvres, qui sont un sujet connu autour de cette table, qu'est-ce qu'un travailleur pauvre? Souvent, on illustre ça par une personne qui vit dans une voiture, et on l'a eu comme premier témoignage. Mais travailleur pauvre, vous allez voir, je vais être très rapide, c'est 2 choses. Ça va vous paraître débile au tout départ. C'est travailleur et... pauvre, voilà, on y arrive. Les travailleurs, ça se mesure à l'échelle individuelle. Vous êtes ou non en activité professionnelle. Pauvre, ça se mesure à l'échelle de votre famille, de votre environnement familial. Si je dis ça, c'est parce que quand on parle de l'évolution du travail pauvre, on parle certes de l'évolution du monde du travail, mais on parle aussi de l'évolution de la famille. Et on a un sujet clé qui est cette problématique de l'isolement aujourd'hui, où vous avez 25% des familles qui sont des familles monoparentales. Et il y a une autre problématique dans la pauvreté, c'est le surendettement.
Et dans l'extrait qu'on va entendre, toujours du podcast Parcours, Marie-Annick, coiffeuse, retraitée, elle habite près de Lorient, raconte l'engrenage du surendettement et ses difficultés qu'elle a rencontrées pour se loger avec ses enfants, jusqu'à cette lettre de la Banque de France. Je suis tombée sur une assistante sociale qui était extraordinaire, qui m'a fait monter un dossier de surendettement et qui m'a fait faire des demandes de HLM de nouveau. Et je suis arrivée où je suis maintenant, quoi. Mes dettes ont été effacées. Et la phrase qui m'a le plus marquée dans la lettre que j'ai reçue de la Banque de France, c'était situation irréversible. Comme quoi, voilà, j'ai vu mon âge, je pourrais jamais m'en sortir. Comme quoi la Banque de France acceptait d'effacer mes dettes pour cette raison-là. Et le mot irréversible, c'est comme si on m'avait enfoncé la tête sous l'eau, quoi. J'ai dit, mais ils ont raison, quoi. Quelque part, je m'en sortirai jamais. Et en fin de compte, si, j'ai quand même continué. J'ai été au RSA une période, machin et tout ça, mais j'ai trouvé des petits boulots, quoi. La question de l'âge. Voilà encore un facteur malheureusement aggravant. Oui, mais surtout, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'on parle de budget d'une famille. Ouais. Et j'ai assisté à des entretiens de ce type-là, dont elle parle. Donc l'assistante sociale disait, quel est votre budget ? Quelle est la chose que vous payez en premier dans votre budget familial ? La chose qu'on paie en premier aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Parce que avant la nourriture ? Avant la nourriture, avant le loyer, avant tout. Poste numéro 1. Alors moi, évidemment, j'intervenais curieuse. Mais pourquoi vous payez ça en premier ? Parce que c'est des sociétés privées et ils nous le coupent. Donc là, il n'y a pas d'appel. On ne paye pas, on n'a pas. Et irréversible, comme irréversible, exactement. Et sans téléphone portable, on n'est plus relié au monde. Retour à ce type dans sa voiture. On ne postule plus à aucun emploi. On n'est plus rien, presque pire que de l'argent. Et vient très loin derrière, le loyer, c'est en dernier, parce que c'est politique. Donc, je ne vais pas être expulsée de mon HLM, si j'ai la chance d'avoir un HLM, parce que... il y a une loi qui me protège. Il y a une loi qui me protège. Pareil pour l'électricité et le gaz. C'est-à-dire, ce que mettaient nos parents en premier, payer le loyer, le gaz, l'électricité, etc., eh ben non. La dépense sociale, qui était le loyer, payer son loyer, être bien vu des voisins, enfin, moi, c'est toute mon enfance, de voir ça. Et là, maintenant, non. Ce qui est bien vu des voisins, c'est d'avoir son téléphone encore. C'est-à-dire, il n'est pas tout à fait à la rue s'il a encore son téléphone. C'est un marqueur. C'est un marqueur, c'est le marqueur. Ensuite, la nourriture, on arrive toujours à s'en sortir d'une association à l'autre, etc., etc. Et venait assez tôt une dépense que je trouve très respectable et qui faisait rire l'assistante sociale, et je ne trouve pas ça drôle du tout, c'est la dépense pour se faire plaisir. Donc l'assistante sociale disait « Mais là, je vois que dans votre dépense, vous avez pris temps pour acheter un canapé. » Ouais. Et vous avez mis ça avant votre budget nourriture. En gros, vous n'avez pas le droit au plaisir. Exactement. Elle dit, mais ça m'a fait plaisir. Irrecevable. Irrecevable. Et à la fois, c'est ce que vous disiez sur, en tout cas, une parcelle de bonheur, ou je ne sais pas comment on l'appelait, une parcelle de plaisir, ouais. Et c'est vraiment une chose... est-ce qu'on y a droit quand on est pauvre ? Mais le roi Lear... Oui, Laurent Fontaine. Le roi Lear dit... même le plus pauvre des mendiants a toujours un peu de superflu dans ses pauvres possessions, quand ses filles lui ont tout retiré. Dans ce que vous racontez, ce que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est que dans l'Ancien Régime, c'était aussi le loyer qu'on payait en dernier, parce que c'était aussi plus ou moins des institutions, et puis les gens partaient. Et dans cette revendication de vouloir avoir un téléphone, il y a une thèse qui a été faite il y a 15 ans, peut-être maintenant, les assistantes sociales, toujours pleines de bonne volonté, mais refusaient de payer pour les téléphones en disant il faut d'abord vous assurer la nourriture. Et les gens, les femmes qui avaient été étudiées, ils faisaient des ruses pour cacher le fait qu'ils allaient s'acheter un téléphone. Et c'est aussi quelque chose qui n'était pas pris en compte, le besoin de vivre en société. Julien Damon. Oui, cette affaire de téléphone est assez fondamentale. Alors, les plus jeunes d'entre nous ne peuvent pas forcément se rendre compte. Mais il y a 25 ans, avoir un téléphone portable, c'était en gros un signe de richesse.
Aujourd'hui, ne pas avoir un téléphone portable, c'est un signe de pauvreté, et même de grande pauvreté. Ceci dit, si on s'arrête au seul téléphone portable, on oublie un point qui est celui du smartphone. Le smartphone, c'est aussi la connexion à Internet. Une connexion à Internet qui permet de vivre comme tout le monde. Un ado sans smartphone, aujourd'hui, ne peut pas vivre. Eh bien, aujourd'hui, reprenons des termes qu'on a un peu, en tout cas, moi j'ai un peu critiqué tout à l'heure, vous êtes sans-abri ou migrant, si vous n'avez pas de smartphone, vous ne pouvez pas vivre correctement. Que ce soit la liaison avec votre ami, avec vos amis, avec votre famille qui est éloignée, ou avec l'ensemble des administrations avec qui vous êtes en contact. Et le smartphone, il a moins de 20 ans, lui. Il y a moins de 20 ans, vous exhibiez un smartphone, vous étiez un nouveau riche, un monsieur Ségala qu'on entendait tout à l'heure, qui n'exhibait pas sa Rolex, mais son smartphone. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel centre d'hébergement ou dans n'importe quel accueil de jour, vous voyez pas mal de gens dont la première préoccupation, c'est de recharger leur smartphone. C'est capital. Bien sûr. Alors, dans le dernier extrait du podcast Parcours qu'on va entendre, Roger, 73 ans, retraité, habite depuis 9 mois dans sa voiture, on le connaît, sur le parking d'un centre commercial en région parisienne. Il raconte là la difficulté à parler de cette expérience et les liens de solidarité réciproque qu'il a noués au Secours catholique, où il dépose son linge pour le laver. Je me suis jamais dévoilé, je n'ai jamais raconté ce qui m'est arrivé. Ce que je vis, j'en parle à personne. À personne, personne ne le sait. Mes proches, encore moins, parce que la vie a fait que... Ils m'ont rejeté carrément. C'est un peu grâce à eux que je suis dehors, entre guillemets. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Ça, c'est, on va dire, privé. C'est la vie. C'est, voilà, les aléas de la vie. Mais bon, la vie de dehors, j'espère que ma situation va se débloquer. Mais je crois que ça sera que par mes propres moyens. Je ne crois pas qu'on va me tendre la perche. Je ne crois pas. Je vois personne qui peut me tendre la perche. À moins que je gagne au loto. Voilà. Bon, les messieurs, dames, au revoir, à la prochaine et merci encore. Allez, au revoir. Au revoir. À lundi. Un lundi. D'accord, ok. Un lundi. Mon linge est lavé ou pas encore? Non, tu viendras chercher. Eh ben, je le prendrai lundi prochain. Tu viendras lundi prochain. Allez, ok, c'est bon, ça marche. Je te remercie. À la semaine prochaine. Allez, à bye. Allez. C'est une expérience, mais elle n'est pas terrible, mais bon, c'est une expérience de la vie. Et on se rend compte, en fait, qu'est-ce que c'est que des amis ou des gens sincères, des gens qui ont un cœur. Ouais. On découvre des gens incroyables. Des gens qu'on ne pousse pas. J'ai vu des gens qui m'ont aidé, et derrière, c'est drôle, la vie, c'est moi qui les ai aidés après. C'est le retour. Oui. L'effet bout de monde. Tu jettes et tu récupères. Oui, voilà. À bientôt. Allez, au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Ce que raconte ce document, c'est une question. Comment reprendre la main? Comment retrouver une capacité d'agir, Laurence? Oui, ce que je trouve très frappant dans cette discussion qu'on a depuis le début, c'est que la pauvreté, souvent, est vue comme une marginalité. C'est-à-dire le pauvre est un marginal, quelqu'un qui vit en dehors de la société. Ça rejoint un peu l'image du SDF dans les années 60 dont on parlait, le mendiant magnifique, ou peu importe, mais qu'en tout cas, on est un peu en dehors de la société. Et tous les gens qu'on a croisés pendant ce podcast sont des gens qui ne souhaitent pas être en dehors de la société, qui souhaitent de toute leur force être dans la société. Oui, et que c'est cette pauvreté-là qui est la nôtre aujourd'hui, je trouve. C'est-à-dire c'est des gens qui disent « je voudrais en être », qui tapent à la porte, mais elle ne s'ouvre pas toujours, et elle ne s'ouvre pas toujours, même y compris dans les associations. Je me souviens d'une scène qui était hallucinante dans une association hors de Paris, et qui était, on donne un colis alimentaire, et la dame était justement une femme d'origine étrangère, migrante. Et elle dit « Ah, mais vous me donnez ça, mais moi, je mange pas de porc. » Donc, elle rend des choses. Ça y est, si vous commencez à discuter, ça y est, on leur donne, ils sont pas d'accord. Voilà, donc il y a aussi toute cette masse d'incompréhension, alors que les gens souhaitent juste être là, quoi, juste... participer, en être. Il y a cette société qui les maintient à l'écart, ou en tout cas qui ne les entend pas plus que ça, je pense, et eux qui frappent à la porte. Alors, on disait, il y a dans cette thématique une dimension politique. Moi, j'y vois quand même l'affaissement de notre État-providence, de notre État social, solidaire, prestataire. Alors, est-ce que
La solution, ce ne serait pas justement de rebooster notre social-démocratie, notre État social. Julien Damon. Quelle ambition! On peut le faire d'une manière, alors, sans se bagarrer sur l'ampleur ou non du pognon de dingue, tel que ceci a été évoqué de façon polémique par le président de la République, en se décentrant par rapport à la question des sous. Pourquoi? C'est que si vous augmentez le RSA de 100 € par mois, vous ne changez pas la vie des gens. Vous améliorez leur quotidien incontestablement. Mais si vous mettez l'accent sur l'accompagnement, sur le travail social, vous pouvez bien davantage les aider. Moi, je trouve que ce qui traverse une partie des témoignages que l'on a entendus, c'est cette question. Parmi les témoignages, on a entendu une dame qui a trouvé une assistante sociale qui l'a beaucoup aidée. Ça veut donc dire que d'autres n'ont pas pu l'aider. On a des gens qui nous disent il faut du cœur, de la chaleur pour pouvoir être appuyé. Ça n'est pas ce que produit notre État social. Notre État social est une formidable machine à redistribution qui ne marche pas excellemment. Il y a des trous dans le filet. Mais la doxa libérale y est pour quelque chose. Peut-être. En tout état de cause, du point de vue financier, le système est un peu à bout de souffle. Voilà. En revanche, du côté de l'accompagnement, il y a 1000 fois mieux à faire, qu'il s'agisse de réhumaniser quand on dématérialise trop, et qu'il s'agisse de rationaliser le système de manière à ce que, quand vous êtes en difficulté, vous n'ayez pas 1000 sonnettes auxquelles sonner, mais un endroit où vous pouvez savoir que vous serez véritablement aidé. Laurence Fontaine, qu'est-ce que vous retenez de tout ce que nous avons dit ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Julien, mais je me dis aussi, puisqu'on parle des mots, le mot pauvre, il pose problème. Il pose problème parce que la définition du pauvre, c'est celui qui est aidé. Et celui qui est aidé, mais financièrement, pas au sens de celui qui est accompagné. Et quand on est pauvre, on perd quantité de ses identités. Une autre des notions fondamentales, c'est la liberté, la capacité de choix, qu'il faut que toutes ces personnes conservent. Eux-mêmes demandent à ne plus être dans des ghettos de pauvres. Et donc tout ce qui est fait pour remettre toutes ces personnes avec toutes les autres, c'est vers ces choses-là aussi qu'il faut tendre. Parce que, par exemple, celui qui a eu des métiers différents, quand il devient pauvre, tout ça s'est perdu. Toutes ses capacités d'action, tout ça s'envole. Et donc, il faut redonner de la capacité d'agir. Il y avait, dans un concours du XVIIIe siècle sur lequel j'ai travaillé, il y avait un ancien abbé qui disait « Ne leur enlevez pas l'énergie qui les soutient. Laissez-leur leur capacité de choix. Évitez-leur les humiliations. » Et gardez-leur leur liberté. Et je trouve que c'est autour de cet ensemble de notions qu'il faut repenser notre État social. Et nous, notre participation, les journalistes, Laurence Aubenas, c'est quoi? C'est les mots pour les dire? Certainement, c'est les mots pour le dire, c'est s'y pencher, mais comment? Notre métier, c'est raconter, c'est faire du reportage, donc c'est montrer l'état dans lequel est notre pays. Donc je pense que ça, c'est un j'ose pas dire un devoir, mais si, quand même. C'est une mission. Oui. C'est notre mission. C'est notre mission. Merci infiniment, Laurence Aubenas. Merci, Julien Damon. Merci, Laurence Fontaine, d'avoir participé à cette discussion qui se termine. Merci de votre attention. Au revoir. Merci, Fabrice.